Bonjour, je suis Marie Gourgue, fraîchement docteur et actuellement ATER à l'Université de Lille. Et ma spécialité est la littérature espagnole contemporaine dans les domaines castillanophone et catalanophone, et plus particulièrement la littérature valencienne. Ah, j'aime bien le concept de fraîchement docteur. J'aime bien. Mais en tout cas, j'aime bien la réalité qu'il y a derrière parce que s'il y a des gens qui ont été interviewés, qui avaient soutenu leur thèse depuis 50, 60 ans, comme Bernard Darbord ou Jean Canavaggio, et Mm. qui du coup, ou même moi, tu vois, je l'avais soutenu en 2001 et j'ai fait ma thèse il y a 3, 4 ans. En fait, c'est de la mythologie parce que tu te souviens pas du tout de ce qui s'est passé. Alors que vous, fraîchement docteur, c'est du concret. Vous vous souvenez exactement de ce que vous avez pensé, de ce que vous avez répondu. Donc, Oui. je pense que c'est précieux aussi d'une autre manière, mais pour les jeunes doctorants. Alors, écoute, commence par nous dire quel est le titre de ta thèse, l'année où tu l'as soutenue, dans quelle université, sous la direction de qui? Alors le titre de ma thèse commence par une citation en valencien, justement. Apocalypticamente edificam, protéiformité de l'apocalypse heuristique chez Alphonse Cervera. Et je l'ai soutenu le 6 décembre 2024 à l'Université d'Artois sous la direction de Xavier Escudero. Alors, avant d'entrer dans l'objet de ta thèse proprement dit, que tu nous expliques pourquoi, comment tu as travaillé, etc., je vais te poser mes deux questions obsessionnelles. Pourquoi l'espagnol et pourquoi prof? Alors, pourquoi prof? Je vais commencer par là parce que c'était le plus évident pour moi. Je crois que ça a toujours été une vocation. J'ai toujours voulu, depuis petite, j'ai su que je voulais enseigner absolument. Sans doute parce que, il y a des enseignants dans ma famille, donc ça aide beaucoup. Mais voilà, d'avoir vu mon grand-père, ma mère enseigner, je pense que ça m'a donné envie et j'ai toujours aimé ça. Donc j'ai jamais quitté l'école finalement. Et, l'espagnol, c'est venu plus tard nécessairement parce que des petites, non, je n'ai malheureusement pas d'origine hispanique dans la famille. C'est venu vraiment par goût, d'abord pour les langues en règle générale, ou pour la littérature aussi. Je suis une bibliophile vorace, donc j'aime lire des livres de tous horizons. Et de fil en aiguille, ça s'est petit à petit décanté pour l'espagnol, plus que pour d'autres langues, parce que j'ai un apego particular pour l'espagnol. Difficile à expliquer finalement, mais je me sens attirée, ouais, par cette langue. Et au moment de vraiment faire le choix de ma spécialisation, j'ai mon enseignante de classe préparatoire de première année qui m'a vivement incitée à continuer dans cette voie. Et puis, je crois que ça a provoqué le dernier déclic dont j'avais besoin pour me dire, OK, ouais, ce sera de l'espagnol, définitivement. Voilà. Alors, puisque tu as parlé de classe préparatoire, du coup, commençons par ton parcours. Donc, le lycée, classe préparatoire, et puis après, qu'est-ce que tu as fait? Alors, j'ai fait 2 ans de classe préparatoire. D'ailleurs, j'ai dû changer entre les 2 années. Comme j'étais pas encore tout à fait décidée pour de l'espagnol, j'étais dans une petite classe prépa qui ne proposait pas la spécialité espagnole. Donc, j'ai changé pour bifurquer vers cette voie-là. Et au bout des 2 ans, en fait, j'ai intégré l'École normale supérieure de Lyon, où j'ai terminé en chevauchement avec l'Université Lumière Lyon 2 ma licence. Et après, j'ai fait mes 2 années de master recherche, l'une à la suite de l'autre, sur l'ère valencienne déjà. J'en parlerai peut-être plus tard, mais voilà. Et au cours de la 2e année de master, j'ai pu partir en Erasmus à Valence, du coup. J'ai ensuite passé l'agrégation en revenant. Et après ça, j'ai fait une année de pré-doctorat pour bien élaborer mon projet de thèse. Une année de pré-doctorat pendant laquelle j'ai aussi pu faire un stage à l'Institut d'Estudis Catalans de Paris. Puisque bon, plus ça allait, plus il m'était évident que je voulais continuer mes recherches dans un domaine
bilingue entre le castillan et le valencien. Donc voilà, c'était vraiment pour asseoir, asseoir ça, ce désir, cette volonté. Et voilà, ensuite, j'ai commencé ma thèse en 2019. Alors justement, moi, ça m'intéresse bien les mémoires de Master 1 et Master 2 pour comprendre. Alors parfois, il y a vraiment des reconversions complètes. Tu vois, tu as des gens qui travaillent sur l'Espagne qui d'un seul coup deviennent américanistes ou l'inverse, etc. Mhm. Donc, parle-nous des mémoires de M1 et de M2. Sur quoi tu as travaillé? Tu l'as déjà parlé avec ton histoire de Valence, Valencien, tout ça. Mais pourquoi ces sujets-là et qu'est-ce que tu cherchais exactement? Alors, pourquoi je me suis tournée vers l'art valencienne, c'est justement, je fonctionne un peu au coup de cœur et en arrivant à Lyon, j'ai commencé à apprendre le catalan. Et ça aussi, ça a été un vrai amour directement pour la langue. Et je me suis dit que, bon, décidément, je voulais pouvoir creuser ça dans ma recherche. Et, euh, je me suis donc tournée vers Marina Mestre Zaragoza pour m'encadrer. Étant elle-même valencienne, elle m'a donc orientée vers l'art valencienne. Et en fait, j'ai commencé avec un mémoire en siècle d'or valencien. Donc il y a quand même une bifurcation au bout d'un moment dans mon parcours. Et ce premier mémoire était dédié à une œuvre en 3 volumes qui s'appelle La Vita Christi de Sor Isabel de Villena, donc qui est une abbesse valencienne quand même connue, voilà, qui a écrit ça au XVe siècle. Et comment elle élaborait les personnages, et en particulier les personnages féminins, dans son œuvre en vue de fomenter la spiritualité bien, des bonnes sœurs euh, à qui se, à qui se dédiait cette œuvre. Donc ça, c'était dans un premier temps. Et puis finalement, en Master 2, j'ai aussi voulu toucher à d'autres choses avant d'être sûre de la voie dans laquelle j'allais me lancer pour ma thèse. Et donc, j'ai remonté le temps dans l'autre sens pour Mm. arriver en littérature contemporaine. Et toujours avec Marina Mestre, j'ai fait un mémoire et déjà sur Alphonse Cerveja, puisque je lui avais dit que je voulais vraiment une œuvre qui soit bilingue. Et puis elle m'avait dit d'aller voir du côté de cet auteur-là. Et donc dans ce second mémoire, j'ai étudié les 10 premières œuvres non mémorielles de cet auteur, donc qui académiquement n'avaient jamais été étudiées. Euh, donc il y en a en valencien, il y en a en castillan. Et là, j'ai étudié ce que j'ai appelé son écriture tourbillonnante, au sens où il y a des forces centrifuges et centripètes qui, à divers niveaux, soit la fractionnent, soit au contraire euh, créent toute sa cohérence. Et voilà, du coup, j'ai fait mes 2 mémoires sur des périodes distinctes, sur des œuvres distinctes. Et bon, ma thèse est donc dans la continuité de mon mémoire de M2. Oui, là, tu préparais vraiment ton terrain ou alors tu as découvert ton objet. Parce que Oui, voilà. finalement, qu'est-ce qui t'a... Ah, peut-être, est-ce que c'est l'auteur ou le contexte où tu t'es dit non, finalement, moi, c'est le contemporain sur quoi j'ai envie de travailler. Je pense que déjà, oui, il y a l'aspect ma rencontre avec l'auteur, puisque j'ai donc fait mon Erasmus à Valence pour pouvoir le rencontrer spécifiquement. Et ça a été le cas, il est vraiment extrêmement disponible et très aux petits soins pour son lectorat, et notamment pour les personnes du milieu universitaire qui s'intéressent à lui. Et il a vraiment été très joignable et j'ai pu le voir plusieurs fois. Et je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose à creuser, parce qu'en fait, au fur et à mesure de mes recherches, je me rendais compte que non seulement ces 10 premières œuvres-là n'avaient pas été étudiées, mais en fait, le reste de son œuvre est toujours étudié de façon compartimentée. Mm. Euh, c'est toujours certaines de ces œuvres sur lesquelles les chercheurs ou les chercheuses se focalisent, mais il n'y a aucune vue globale d'ensemble qui est donnée de son œuvre. Et donc, en me rendant compte de ça, je me suis dit que quand même, il y avait quelque chose à faire au vu de l'ampleur de son œuvre, qui aujourd'hui compte quand même 25 œuvres narratives, si je compte juste les œuvres narratives. Et c'était dommage de toujours soit le voir voilà, de façon
fractionné, soit le voir toujours dans des logiques comparatistes aussi, parce qu'il y a eu des thèses qui ont été faites sur lui, mais en le comparant toujours avec d'autres auteurs. Donc finalement, son œuvre en elle-même n'avait pas été étudiée, et il me semblait que c'était quand même un vide à combler. Et voilà, donc je me suis engouffrée dans la brèche parce que il me semblait que j'avais plus à apporter en littérature contemporaine. Peut-être qu'en revenant au siècle d'or, où il y a quand même beaucoup de choses qui avaient déjà été faites du côté valencien. Alors maintenant, parle-moi de comment tu as élaboré ton sujet. Euh, eh bien, en fait, je suis partie de mon expérience de lectrice euh, en me rendant compte, à force de mes lectures, il y avait vraiment des notions qui étaient prépondérantes dans toutes ces œuvres, qui sous-tendaient toutes les œuvres, les premières jusqu'aux dernières. Et c'était en partie la notion d'ignorance qui était vraiment essentielle. Et évidemment, son pendant de la connaissance, mais toujours vu plus ou moins avec des obstacles. Et donc, à partir de cette antithèse entre les deux, je me suis saisie du concept d'apocalypse en revenant à son étymologie pour pouvoir étudier toute la poétique en fait cerbérienne, puisque apocalypse, étymologiquement parlant, signifie aussi bien la fin que la révélation. Et donc en fait, il y a un processus dynamique derrière tout ça, qui est vraiment à l'œuvre aussi, qu'on retrouve dans les œuvres cerbériennes, donc, puisque les narrations mettent fin à des vérités qui sont jugées obsolètes pour en faire émerger des nouvelles. Alors, je parle de vérité au pluriel parce que ça peut vraiment toucher beaucoup de domaines. Mais, euh, mais donc, c'est ça, je suis partie de là. Et en fait, à partir de ce concept d'apocalypse, comme c'est quelque chose de dynamique, j'ai ensuite organisé mon travail ben, selon les différentes étapes de ce processus dynamique. Donc en voyant d'abord les prémices avant l'apocalypse, mais qui sont quand même annonciatrices de la nécessité de cet apocalypse littéraire, avec justement tout ce qui était la mise en avant de l'ignorance, de l'incompréhension, du chaos, de l'excès à divers niveaux dans les narrations. Ça peut être aussi bien chez les personnages que aussi dans la forme que prennent les narrations. Il y a un aspect très morphologique des fois de l'excès dans ces œuvres. Et pour ensuite voir quels étaient les mécanismes qu'on pouvait voir vraiment in vivo hein, à la lecture, quels étaient les mécanismes par lesquels passait cet apocalypse. Donc c'était notamment euh, l'élaboration d'une vérité proprement fictionnelle. Mm. Comment la fiction, qui pourtant est mensonge, entre guillemets, peut quand même faire émerger des vérités. Euh, puis voir aussi, par exemple, tout ce qui était les processus de titillation et de fomentation de la curiosité, qu'elle soit intrafictionnelle ou extrafictionnelle d'ailleurs, avec beaucoup de jeux intertextuels, intermédiaux. Et finalement, on en arrive bah, justement aux découvertes qui arrivent au bout de ce processus heuristique et qui concernent notamment beaucoup la conception de la littérature qu'a l'auteur, qui est vraiment sous-jacente dans tous ses textes. Et c'est une littérature qui se veut à la fois intègre et intégrante. Il y a, il y a beaucoup de traits axiologiques ouais, derrière son écriture. L'écriture doit laisser une place au petit, elle doit se faire humble. Il y a tous ces aspects-là, et puis intégrante dans le sens où elle intègre aussi, elle intègre la figure de l'auteur, il a des penchants autofictionnels assez présents. Et il se connaît à travers sa propre œuvre, personnellement, linguistiquement aussi, puisqu'il écrit dans deux langues et il a de belles réflexions sur son bilinguisme qu'il juge imparfait. Euh, et, euh, et voilà, j'en termine en développant le concept de ce que j'ai appelé l'hospital-littérature, dans le sens où voilà, ces œuvres se font englobantes et englobent autant d'éléments qu'elles peuvent englober. Les marginaliser, un langage qui se,
qui se libère de tout carcan expressif. Elle intègre le lecteur dans la co-création de l'œuvre. Enfin, voilà, une œuvre qui accueille et qui recueille. Et c'est vraiment ça que je voulais démontrer à la fin de ma thèse. Et alors, est-ce que tu penses que il serait adéquat de considérer que c'est une forme de littérature engagée Ah oui, dans cette complètement. idée du dépassement, de décloisonner, décentrer, reformuler, attirer les marges, enfin tout ce que tu as expliqué là de l'hospital littérature, je ne sais plus comment tu l'as Oui, formulé, mais je crois que c'était exactement. ça. C'est ça. Voilà, donc un engagement. Absolument. Oui, oui. En fait, Alphonse et son œuvre est souvent très étudiée sous le prisme de l'engagement, en fait, en règle D'accord. générale. Donc, j'ai pas insisté dessus. Enfin, ça sous-tend ce que je raconte. Mais il y a déjà toute une thèse, en fait, qui a été consacrée à... Alors, pas uniquement son engagement à lui, il est comparé avec d'autres auteurs. Mais, euh, mais voilà, c'est les figures nouvelles de l'engagement par Anne-Laure Bonvalot. C'est une thèse absolument brillante qui a été une de mes bibles pendant ma thèse. Mais oui, oui, il y a un engagement citoyen, un engagement envers tout ce qui est vérité historique aussi, parce qu'il est très engagé pour la mémoire du franquisme, de l'après-guerre. Il remet beaucoup en cause beaucoup de justement de vérité autour de la transition, de comment ça s'est passé. Et puis toujours aujourd'hui, il continue à écrire, notamment dans les journaux. Mais absolument, c'est une œuvre on ne peut plus engager et à bien des égards. Et alors, tu as parlé d'intertextualité, de transmédialité. Qu'est-ce que tu peux nous dire aussi sur la texture de l'écriture? Tu vois, les modalités de la narration, les jeux, focalisation interne, focalisation. Est-ce qu'il y a un travail aussi de repoussement des mécanismes figés? Enfin, voilà. Est-ce que ça s'applique aussi à l'écriture? Oui. Alors, de façon plus ou moins appuyée ou plus ou moins subtile selon les textes, ces premiers textes bon, s'inscrivent pleinement dans la postmodernité, donc forcément il y a beaucoup de jeux de fragmentation avec non seulement de la voix narrative, mais même de la matérialité du texte en lui-même. Euh, il y a beaucoup de jeux de narration, dans le sens où il y a souvent des changements de narrateur, mais c'en est difficile même à les catégoriser, enfin vraiment au fil d'une séquence. J'appelle pas vraiment ça chapitre parce que c'est pas organisé de telle façon, c'est des petites séquences qui se suivent les unes à la suite des autres. Et chaque séquence change de narrateur ou de narratrice, même au sein même des séquences, d'une phrase à l'autre, on peut changer de toute façon de perspective. Donc il y a vraiment voilà, un jeu pour donner la parole à toutes les entités possibles. Au point même que, et c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressée dans une partie de ma thèse, que, il donne la parole aux défunts. Et il y a tous ces narrateurs d'outre-tombe qui viennent à certains moments s'exprimer aussi a posteriori, et même certains n'ont pas l'air d'être conscients d'être morts. Enfin, c'est à la fois très poétique, et puis ça sert vraiment le propos de voir à quel point c'est important de continuer à en parler, puisque les défunts eux-mêmes voudraient qu'on continue à en parler. Et dans l'autre sens, il y a certains narrateurs qui essayent de continuer à s'adresser aux défunts dans une position que j'ai appelée ultra-logique. Donc leur logos, leur discours va vers l'au-delà, d'où l'ultra. Et donc ils essayent de se raccrocher aussi à ces défunts dont ils auraient voulu qu'ils racontent et qu'ils continuent à s'exprimer. Donc, euh, donc du côté de la narration, oui, il y a vraiment de belles trouvailles et plein de modalités différentes de la narration qui sont vraiment très importantes. Il y a une place aussi à comment appeler ça? La mise en scène
du rôle de l'écrit dans les narrations. Il y a une fictionnalisation de l'écrit, voilà, c'est ça que je voulais dire. Dans le sens où les lettres que s'envoient les personnages ont leur importance. Il y a des testaments aussi qui ont un rôle fictionnel dans les narrations. Euh, voilà, il y a cette matérialité du texte qui est elle-même fictionnalisée dans les textes narratifs qui est importante. Et voilà, en plus de ça, il y a beaucoup de références. Enfin, Alphonse, c'est d'une culture immense, d'une culture artistique immense, et donc il fait incessamment des références intertextuelles aux multiples lectures qu'il peut avoir, qui apparaissent aussi bien dans les paratextes de ses œuvres, voire des fois dans les titres même carrément des œuvres, qui sont des clins d'œil intertextuels. Euh, et puis à l'intérieur même des récits, puisque certains de ces personnages sont quand même assez érudits, il faut le dire. Ils ont beaucoup même des lectures, des références et intertextuelles, mais aussi intermédiaires. Il y a quand même un certain nombre de références en particulier la musique rock et un bon nombre de films, assez peu d'œuvres picturales. Il y en a quelques-unes, quelques Goya arrivent dans les textes à certains moments. Mais tout ça, ça nourrit beaucoup, ça montre quel personnage est aussi l'auteur et comment toute son œuvre, voilà, agglutine toutes ces références pour leur donner du sens voilà, être un creuset un bouillon de culture, vraiment, littéralement. Alors, si je sais pas, une phrase, tu nous disais finalement quelle est la thèse de ta thèse? La thèse de ma thèse, eh bien, ce serait voilà, comment la totalité de l'œuvre servérienne se développe selon une poétique apocalyptique qui a donc des enjeux heuristiques à divers niveaux intra- et extra-textuels. Alors, sur ce corpus d'une dizaine de textes, hein, si j'ai bien compris ce que tu disais au début, 25 même, à 25. 25, bah oui, 25, les 10, c'était ceux qui avaient été très peu utilisés. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y en a un qui est particulièrement cher à ton cœur, que tu as plaisir à relire, ou tu te dis là vraiment, si je dois en retenir un, c'est celui-là? Il y en a beaucoup que j'aime beaucoup. Si je peux en citer deux, il y en a un, déjà je pense du fait qu'il soit en valencien en fait, il me plaît rien que pour ça. C'est Paradisos Artificials, donc les paradis artificiels, voilà, donc le jeu intertextuel est flagrant là. Et il est extrêmement bien construit puisque en fait tout part d'un prologue qui dit que le narrateur du prologue, disons, est arrivé dans un hôtel parisien et le concierge de l'hôtel lui dit, ah bah tiens, vous êtes auteur, donc par pure coïncidence, j'ai retrouvé des documents dans une chambre d'hôtel d'un autre auteur qui lui s'est suicidé. Mais donc, si vous voulez faire quelque chose de tous ces feuillets, eh bien, dit, vous pouvez voilà, les organiser, les amender, voir si on peut en tirer quelque chose. Et donc tout part de là, cette espèce de trouvaille un peu incongrue. Et donc celui qui signe le prologue signe des initiales AC, donc comme Alphonse Cervera, sans toutefois dire exactement que c'est lui, parce qu'on est censé partir du principe qu'on est déjà dans la fiction. Et en fait, tout le reste de l'œuvre sont les feuillets retrouvés et organisés par celui qui s'exprimait dans le prologue. Et donc, il y a des textes complètement épars, certains qui sont presque poétiques, certains qui reprennent des, euh, des, des idées autour de la mort, beaucoup, puisque c'était un suicidaire. Euh, des sortes de mini-biographies d'autrices ou d'auteurs suicidaires, type Sylvia Plath. Et voilà, tous ces écrits-là se mêlent. Il y a des jeux presque de cadavres exquis à certains moments. Enfin, c'est à la fois très postmoderne et en même temps très poétique. Et tout le jeu métalittéraire, enfin, de mise en abîme de cette découverte
de documents est vraiment très bien menée et c'est pour ça que je l'aime particulièrement, celle-là. Mais elle date maintenant de 1995, donc elle est plus toute jeune. Ah, Et une très récente, ben, c'est la dernière qu'il a publiée, El Boxeador, donc celle-là qui est en castillan. Et en fait, je crois qu'il est vraiment à l'apothéose de son art. Dans celle-là, il l'a publiée en 2024, donc l'an dernier. Et c'est pareil, elle réunit, en fait, elle fait converger des personnages qui apparaissaient dans diverses de ses autres œuvres, sans qu'ils aient été jusqu'alors réunis. Et puis, il y a un peu une idée de presque d'achèvement de son écriture mémorielle. Il l'annonce même dans une petite phrase à un moment. Donc, ça laisse quand même du suspense en tant que lecteur en se disant, ça fait quand même un moment qu'il écrit sur des thématiques mémorielles. Donc, serait-ce réellement la fin? Et voilà, ben, tous ces personnages ont vieilli et donc il y a cette maturité du fait de d'arriver à la vieillesse. Il porte vraiment un regard qui est euh, très, oui, c'est ça, très mature sur tout ce qu'ils ont vécu, et en même temps avec toujours cette lueur d'espoir qui caractérise quand même l'écriture savarienne, où bah, il y a une nouvelle génération qui émerge et qui a envie de continuer à fouiller dans le passé comme ça, et donc un peu tous les espoirs sont mis sur la jeune qui se propose de continuer un peu à faire des découvertes, et tout est, tout est très beau. J'avoue avoir lâché quelques larmes en lisant, en lisant ce livre. Donc, alors oui, je justement, les est-ce recommande. que, parce que tu en parlais avec beaucoup d'émotion, tu vois, tu as fini par dire lâcher quelques larmes, est-ce que tu pourrais nous prendre une page que tu aimes particulièrement et nous en faire la lecture de, je sais pas, un paragraphe, deux paragraphes? Donc, c'est un passage d'El Boxeador, un moment où une narratrice d'outre-tombe intervient, puisque elle compte le moment de son assassinat, en fait. Et donc, elle dit, Ahora el civil acaba de sacar la pistola y de pegarme un tiro en la tripa y otro casi al lado del corazón. Se me nublan los ojos y todo lo veo borroso, como si lo que veo fuera la cara de Nicasio, que poco a poco se está levantando de la manta, y el abrigo viejo donde dormimos hace unas horas. No sé dónde van a parar los muertos. Tampoco sé quién contara que los civiles me dejaron en medio del camino bajando de cuchillas en medio de un charco de sangre. No sé si algún día habrá en Los Señores alguien que cuente lo que está pasando en estos años, llenos de miedo y de frío por todas partes. Alguien tendrá que contarlo todo, los nombres de los muertos, pero también los nombres de los asesinos. Yo ya no siento nada. Todo se ha vuelto oscuro, no borroso como la cara de Nicasio, oscuro. Voilà un passage Te particulièrement touche. frappant. Ouais, oui, oui. Et pourquoi ça s'appelle El Boxeador? Moi, j'ai pas lu ce roman, donc pourquoi tu l'aimes? Enfin, pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce qu'il y a un des personnages qui, à un moment, a fait partie du village. C'est un village, Los Cesares, où il y a quand même beaucoup de gens qui rentrent et qui sortent, qui n'y passent pas leur vie. Et donc, un de ces personnages était un boxeur plus ou moins amateur, enfin, qui était quand même assez doué. Et il entraînait une partie de certains garçons du village. Et donc d'ailleurs, sur la couverture, on a, je sais pas si ça se voit, le Le punching sac. bag qui est Mm. accroché à un caroubier. Et c'est d'ailleurs qui a été mise en scène et prise par Alphonse, qui a veillé à la couverture de son livre. Et donc il a une importance particulière, puisqu'au bout d'un moment, il disparaît, et puis tout le monde se demande où il est passé. Et il a finalement atterri dans les fosses communes du village à la fin. Je spoil un peu, mais voilà. Bon, très bien. Et maintenant, j'aimerais bien que tu nous parles au-delà du rôle qu'a pu jouer ton directeur, rôle sur lequel tu peux revenir si tu le juges nécessaire. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont été importants pour le choix de faire une thèse, le choix de ce sujet, l'élaboration de ta thèse, enfin bref, tout le processus de thèse. Alors, on a compris que l'auteur, il avait joué son rôle, mais est-ce qu'il y a d'autres gens dont tu aimerais parler aujourd'hui?
Oui, un certain nombre d'ailleurs. Mais oui, si je peux revenir déjà un peu sur le rôle qu'a joué Xavier Scudero dans le déroulé de ma thèse. En fait, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai effectué un changement de direction de thèse juste pour ma toute dernière année, pour la cinquième année de thèse, et j'ai rejoint sa direction à lui. Et, euh, et justement, je lui suis très reconnaissante de m'avoir accueilli et recueilli comme ça enfin, d'avoir accepté presque sans signer le pari de reprendre un travail qui était déjà très entamé. Et, euh, en fait, il m'a vraiment fait une immense confiance pour tout le travail de rédaction qu'il me restait à réaliser, dans le sens où il m'a laissé une liberté absolument immense d'organiser les choses comme je voulais, de les écrire comme je l'entendais. Et en fait, je crois que cette liberté a été très, très salvatrice dans mon cas. J'ai quand même un esprit très indépendant et il a été un mentor toujours dans la suggestion, mais jamais dans l'imposition. Et c'était vraiment exactement ce qu'il me fallait. Donc pour ça, je lui suis très, très reconnaissante. Et donc évidemment, en plus de Xavier, je dois quand même beaucoup de mon parcours et de ma formation intellectuelle ben, à Marina Mestre, qui donc a été ma directrice de mémoire pendant 2 ans sur mes deux mémoires. Mais en plus de ça, qui a été membre de mon comité de suivi, relectrice d'une partie de ma thèse. Donc elle a été là jusqu'au bout. Et elle m'a toujours prodigué des conseils très, très précieux et elle a répondu présente chaque fois que je l'ai sollicité. Donc c'était très, très, très appréciable et pour ça aussi, je le remercie grandement. Et bon, évidemment, il y a Alphonse qui a été présent jusqu'au jour de ma soutenance, il m'a fait l'honneur d'y assister en personne. Donc j'étais très touchée de cette attention, qu'il fasse le voyage depuis l'Espagne pour ça. Et voilà, comme on est en échange permanent l'un avec l'autre autour de ce qu'on écrit mutuellement, et bon, moi en particulier de ce que j'écris sur lui, et puis lui de ce qu'il produit en général, c'est quand même très enrichissant. Et c'est vrai que je mesure la chance que j'ai de travailler sur un auteur qui est toujours en activité et surtout qui se rend aussi disponible et qui est aussi agréable. Vraiment, c'est une chance immense. Et au-delà de ça, je vais faire un salut particulier à mes relecteurs et relectrices aussi de ma thèse qui sont des collègues et amis et qui ont vraiment gentiment accepté de participer à la perfectibilité de ce travail. Et ils ont été très efficaces et très encourageants aussi. Donc ça m'a aussi rassérénée à certains moments. Et, euh, et évidemment, en plus de toutes ces personnes qui ont vraiment alimenté d'une façon ou d'une autre mon travail de thèse, très directement dans la rédaction notamment, c'est, je pense aussi à des collègues rencontrés lors de colloques ou autres manifestations scientifiques qui ont aussi apporté à ma réflexion en me faisant envisager des aspects de l'écriture servérienne auxquels je n'avais pas forcément songé de prime abord. Et je pense notamment aux collègues rencontrés à Valladolid, donc José Manuel Goñi Pérez et Jorge Avilés Dix, qui m'ont qui m'ont voilà, qui m'ont permis d'alimenter ma réflexion, et aussi Ivan López Cabello de l'Université de Bretagne occidentale, dont la rencontre a été assez fondatrice aussi et très, très galvanisante. Donc que toutes ces personnes-là soient remerciées à la fin de ma thèse. Bon, j'imagine que comme tout pauvre doctorant, tu as rencontré des difficultés qui t'ont plus ou moins plombé le moral ou ralenti. Alors, ça peut être des difficultés parfois qui sont liées aux spécificités de notre sujet. Bon, toi, c'est pas ton cas, ni moi, les travaux d'archives qui durent des jours et des jours, accéder à tel document, les horaires d'ouverture, le machin, etc. Mais donc, est-ce qu'il y en a qui étaient liés à ton sujet? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus générales, comme par exemple, tu peux avoir des difficultés pour écrire, la page blanche te fait peur? Et le cas échéant, comment tu as surmonté ces difficultés?
Non, alors effectivement, comme tu le dis, j'ai pas eu de difficultés majeures dans le sens où elles auraient été absolument bloquantes pour ma progression. C'est l'avantage de travailler en littérature contemporaine. Donc, bon, voilà, si ce n'est effectivement, bon, les 2 ans de Covid en début de thèse qui m'ont empêché de faire des voyages à Valence pour un petit peu fouiller les archives chez mon auteur. Mais bon, c'était pas indispensable non plus à mon travail, donc ça aurait été un petit bonus, mais disons que c'était pas absolument nécessaire. Euh, la grande difficulté à laquelle j'aurais pu être confrontée, mais finalement qui a été palliée avant même que ça devienne une difficulté, c'était l'accès à certaines œuvres d'Alphonse, les plus vieilles, n'étant plus éditées aujourd'hui pour certaines. Mais en fait, lui, on a toujours quelques exemplaires voilà, cachés chez lui, et en fait, il me les a très généreusement fournis. Donc même là, je n'ai pas eu de problème d'accès à mes sources primaires, et ça a vraiment été un luxe. Et donc voilà, non, si ce n'est quelques problèmes administratifs par-ci par-là qui m'ont un peu coincée à certains moments, mais sinon, voilà, dans mon travail scientifique, j'ai pas spécialement eu de problème. Et même pour la rédaction, l'histoire de la page blanche, non, pas trop. Au début, un peu. Il a fallu que je trouve ma phrase d'accroche que ça me débloque complètement la rédaction. Mais à partir du moment où j'ai eu cette première phrase, en fait, j'en avais presque trop à dire que pas assez. Et donc, non, j'ai écrit avec beaucoup de plaisir en plus. Ça n'a pas été du tout une corvée, au contraire. Un peu moins confortable à la fin d'écrire à marche forcée pour finir bien bien dans les temps et rendre le manuscrit à l'heure où il fallait. Mais sinon, non, je me suis beaucoup amusée à écrire. Donc, ça a pas. Non, j'ai eu de la chance d'avoir une thèse sans difficulté majeure et c'est appréciable. Alors, tu as dit, une fois que j'avais ma phrase d'accroche, ça roulait tout seul. Ça veut dire que tu fais partie de ces gens qui rédigent leur texte, leur thèse dans l'ordre, c'est-à-dire l'intro, le grand 1, le grand 2, le grand 3, et pas comme d'autres qui rédigent un petit bout du 3, après un petit bout du 2, puis après tout finit par s'emboîter. Alors, oui et non. En fait, j'ai commencé par l'introduction. Et donc, la phrase d'accroche, c'est vraiment celle de l'introduction, pour le coup, celle dont on parlait. Parce que j'avais besoin, voilà, de planter vraiment les bases avant de me mettre à rédiger le corps de ma thèse en lui-même. De faire l'état de l'art, tout ça qui embrouillait un peu mon cerveau en un sens, et donc j'avais envie de m'en débarrasser en l'ayant posé sur le papier, même si je suis revenue a posteriori dessus, mais voilà, au moins il y avait quelque chose d'un peu concret pour poser ces bases-là. Mais alors après, dans la rédaction, j'ai tout rédigé dans le désordre absolument. Ah ouais. J'ai commencé par un chapitre qui a finalement été l'avant-dernier. Enfin, voilà, l'organisation finale a bougé quand même pas mal. Et d'ailleurs, je, je m'excusais platement auprès de Xavier qui essayait de suivre l'articulation de ces chapitres envoyés dans le désordre, mais il a tenu bon pour ses relectures. Et finalement, ça avait du sens. Mais au début, ça en avait surtout dans mon esprit. Et oui, j'ai écrit au fil de l'inspiration, de ce qui sur le moment me parlait le plus. Et donc non, le corps de la thèse a pas été rédigé dans l'ordre du tout. Et alors quand on rédige comme ça, parce que moi je suis très cartésienne, donc le début c'est le début, le milieu c'est le milieu, et la fin c'est la fin, et donc on rédige dans l'ordre. Enfin, je rédige dans l'ordre, parce qu'après, bon, en entendant, en faisant presque 200, ma thèse et moi, où en fait je me rends compte que les gens font tout dans le désordre, je reviens sur la loi, c'est la loi, quoi, tu vois. Mm. Mais du coup, quand on travaille comme toi, et je le dis de manière neutre, il n'y a rien de péjoratif, est-ce qu'il n'y a pas un travail un peu difficile de couture? C'est-à-dire quand il y a un moment donné, tu dis, bon, tout ça, le patchwork, ok, mais maintenant, il va falloir emboîter les morceaux, et est-ce que tu n'as pas, tu vois, tu perds pas du temps à faire le maillage entre le grand B d'une partie et ce qui est finalement devenu le grand C alors que c'était le 1 le A de je sais pas quelle de haute grande partie? Enfin, À l'échelle de la thèse, si un petit peu.
Mais en fait, une fois que je me lançais dans un chapitre, je l'écrivais de A à Z, là, pour le coup. Ah, d'accord. Euh, ou alors, même si je commençais par le milieu du chapitre, je savais que ce serait le milieu. Et donc après, bon, bah, je revenais à l'avant, je faisais l'après. Mais une fois que je me lançais dans un chapitre, je me disais, là, c'est bon, il sera fini au bout de la fin de la rédaction de ce morceau-là. Euh, donc, de façon interne au chapitre, pas trop. Du coup, le déroulé était quand même clair et donc ça s'enchaînait. C'est plus après, certains chapitres ont quand même beaucoup bougé de place dans ma thèse. À certains moments, je les voyais mieux dans une partie et puis finalement, ils ont basculé dans une autre. Et bon, c'est vrai qu'à la fin, quand il a fallu faire vraiment comment on dit, les passages Les d'une partie à articulations. une autre, voilà, les articulations, les transitions, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, d'un chapitre à un autre. Bon, des fois, ça ripait un petit peu plus, mais bon, à la fin, ça se tenait quand même, mais il a fallu y réfléchir, surtout dans la deuxième partie, celle du milieu, comment organiser les choses, ça m'a interrogé longtemps. Mm. Alors justement, à propos d'interroger longtemps, tu as dit qu'il n'y a pas eu de difficulté majeure, mais est-ce que pour autant tu as été une doctorante obsessionnelle? Est-ce que tu y pensais quand tu faisais tes cours sous la douche, ou alors est-ce que tu étais très calme et quand c'était le temps de la thèse, c'était le temps de la thèse, et quand ça l'était plus, tu pensais à autre chose? Un peu des deux. Je dirais pas obsessionnel, pas pendant les 5 ans en tout cas, ça c'est sûr que non. Plus au moment de la rédaction, là, oui, parce que, bon voilà, je savais que j'avais 1 an pour rédiger, donc il fallait quand même que je m'y tienne parce qu'il y avait beaucoup de matière à traiter et il fallait avancer, bien avancer assez rapidement quand même, à un bon rythme. Mais après, de là à manger, dormir, thèse, non, peut-être pas à ce point. Sur, voilà, oui, les 2 derniers mois où là, ça commençait à se chevaucher, en plus avec la rentrée, bah là, du premier semestre. Bon, ça a été un peu plus compliqué, mais hormis ça, non, je sais que j'ai quand même besoin de temps de rien, entre guillemets, pour que les idées fassent leur chemin dans mon esprit et que des choses se débloquent. Donc, si je suis sans cesse à les ressasser, c'est contre-productif. C'est bon, c'est difficile de se contrôler, évidemment, mais, euh, mais non, c'est vrai que ces moments de pause sont quand même bénéfiques, ouais, pour moi en tout cas. Alors est-ce que tu as rêvé de ta thèse du coup? Non? Tu dormais la nuit? Euh, j'ai dû en rêver de temps à autre, mais j'en ai pas cauchemardé en tout cas, je crois pas. Je n'ai pas souvenir, donc ça doit pas être traumatique si c'est le cas. Mais, euh, mais non, après, j'ai rêvé, je pense plutôt, mais dans le sens où j'ai imaginé ma soutenance. Ça oui, par contre, comment elle devait se dérouler et tout, comment j'espérais qu'elle se déroule. De la thèse en elle-même, non, je crois pas. Pas dans le mauvais sens du terme en tout cas. Bon, alors puisque tu as rêvé de comment elle allait se passer, comment s'est-elle passée en réalité? Est-ce que le rêve et la réalité se sont rejoints? Quel souvenir tu gardes de ta soutenance? Eh bien, oui, je crois que oui, vraiment. J'en garde vraiment un souvenir merveilleux. J'étais sur un petit nuage et je suis pas sûre d'en être tout à fait redescendue d'ailleurs pour le moment. Mais, euh, mais non, en fait, tout le monde autour de moi était très confiant, très serein. Donc, ça m'a beaucoup rassurée sur le moment. Et donc, j'y suis arrivée sans être une boule de nerfs. Enfin, je me disais, en fait, non, c'est un moment privilégié. C'est sans doute la seule fois où on lira intégralement ce que tu écris, donc faut en profiter. Et, euh, et en partant avec cet état d'esprit-là, en fait, ça s'est vraiment très très bien passé. Et j'étais très touchée de voir qu'il y ait beaucoup d'amis et de collègues qui soient venus en vrai jusqu'à Arras pour m'accompagner dans cet achèvement. Et les échanges avec le jury ont été féconds, ont été agréables. Enfin, on a ri à plusieurs moments, c'était un peu... c'était assez... Oui, je crois que j'aurais pas pu rêver meilleure soutenance que ça. Alors, qui étaient les professeurs qui composaient ton jury avec lesquels tu as ri? Bon, alors, en plus de Xavier Escudero, il y avait Elvire Diaz de l'Université de Poitiers
Emmanuel Levagerès de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, Nathalie Sagnalem de Montpellier, qui était ma présidente, Sarah Voignier de l'Université d'Artois et Anthony Nichols de la Universidad de Valencia, qui était à distance, mais parmi nous quand même. Alors, tu étais calme, mais est-ce que tu as été émue, est-ce que tu as versé ta petite larme? Eh bien, j'ai cru que je la verserais pendant mon discours parce qu'en m'entraînant, vraiment, c'était difficile. Mais finalement, sur le moment, je me suis dit, ah non, parce que si je me mets à pleurer, je vais plus m'arrêter. Donc, je me suis contenue, j'ai souri, je me suis dit, allez, on avance dans le discours. Et à certains moments, selon les personnes qui prenaient la parole, bon, je sentais que je m'émouvais un peu, mais je me suis quand même contrôlée. Bon, par contre, à la fin, une fois que tout était fini, oui, j'ai un peu pleuré dans les bras de mes amis. Après, ça allait mieux. Bon. Et alors, là, tu disais, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait fini, je suis encore sur mon petit nuage et tout ça. Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des moments où tu oublies que tu l'as terminé ta thèse et où tu te dis, tiens, il faudrait que je m'y mette, ah mais non, c'est fait. En fait, est-ce que ta thèse te manque? Euh, Est-ce qu'elle me manque? Non, parce que pour le moment, j'étais un peu en plus en train de la retravailler, enfin de corriger un petit peu ce qu'on m'avait demandé de corriger, les quelques coquilles qui traînaient, bon, voilà, des petites choses dans la bibliographie. Donc en fait, je m'y suis replongée assez rapidement après la soutenance. Donc elle n'a pas eu le temps de me manquer pour le moment. Maintenant, je réalise pas toujours que je suis docteur. Des fois, en me présentant, j'ai encore tendance à dire que je suis doctorante et après je me dis mais non, en fait, plus maintenant, c'est fini. Et la thèse, le volume papier, parce que maintenant on parle de PDF, le fichier, le machin et tout, mais enfin un jour il y a une version papier de cette affaire. Elle est où chez toi? Elle est déjà à la cave, elle te sert Alors de là, cale. actuellement, elle est là. Voilà. Là, elle est sur la table parce que tu sais que je vais te demander de me lire la première phrase. Mais sinon, dans la vie Exactement. de tous les jours, elle a toujours pas quitté ton bureau. Elle est juste à côté, dans une étagère avec tous les livres d'Alphonse. Donc elle trône à côté de ce qui l'a inspiré. D'accord. Alors, on verra à quel moment, si tu la gardes pendant 20 ans dans la petite étagère à côté, ou s'il y Mm. a le temps de, bon, allez, ça boule au milieu de ma bibliothèque, je vais ranger ça dans un carton à la cave, et puis après, tu te diras, peut-être, mais où est passée la thèse? Où est passée la thèse? Donc, le cas Peut-être. échéant, tu me raconteras, hein, tu me diras, ça y est, au fait, nous sommes en 2040, je range la thèse à la cave. Promis. Bon, et alors, la question d'après, elle est pour les vieux briscards, j'ai envie de dire, les gens qui ont soutenu leur thèse depuis longtemps. Mais toi, je vais la moduler un petit peu, la modifier un petit peu. Est-ce que tu as l'impression que quand enfin, quand tu faisais tes cours, là, quand tu étais doctorante, il y avait une espèce de séparation hermétique entre la doctorante Marie qui fait ses affaires, qui réfléchit à ses trucs, et puis les cours, ou est-ce que tu as l'impression qu'au fur et à mesure, parce qu'en plus tu as pris 5 ans pour faire ta thèse, comme moi et tout, enfin je veux dire, c'est pas, parce que tu en as qui font les thèses en 3 ans, et Alana, sa thèse en 3 ans, bon 5 ans c'est normal, hein, il y a pas mort d'homme, quoi. Mais du coup, c'est bien parce que tu as un vrai processus. Dire celle que tu étais la première année par rapport à ce que tu es dans la dernière année, c'est plus tout à fait la même chercheuse et tout ça. Et donc, est-ce que tu as l'impression que ben, progressivement, ce que tu faisais dans ton travail de thèse, la chercheuse que tu devenais, la maturité que tu acquérais, avait une incidence sur le contenu et la façon de faire tes cours? Je pense que oui, déjà parce que en tant que personne, comme tu dis, je me suis sentie acquérir une certaine maturité et beaucoup plus de confiance en moi finalement. Et donc ça, bah, évidemment que c'est assez primordial dans l'enseignement. Et, et alors, de là à ce que mes recherches vraiment, en termes de contenu, nourrissent mon enseignement, pas vraiment, puisque bon, il y a quand même des programmes à suivre à l'université. Et donc, bon, même si je donne les cours de littérature, et notamment ceux en littérature contemporaine, euh, bon, j'ai pas eu l'occasion de traiter vraiment des œuvres d'Alphonse.
de temps à autre, je donne dans mes cours de traduction à traduire quelques petits morceaux de ses œuvres, mais pas forcément au-delà. C'est plus en termes de positionnement vis-à-vis de mes étudiants et étudiantes, euh, dans le sens où la relation que j'ai tissée avec Xavier m'a mené à réfléchir à ma façon de faire cours aussi, puisque justement, comme je disais, la liberté immense qu'il m'a laissée, bah, pour moi, ça m'a semblé très très bénéfique et ça m'a permis de faire une thèse qui est très personnelle et dans laquelle je me reconnais beaucoup. Et je me dis que voilà, dans ma façon de créer un cadre dans mes cours pour que les étudiants soient eux-mêmes amenés à prendre cette part d'autonomie, et ben, je crois que c'est vraiment important et je veux pas forcément toujours être le chef d'orchestre qui leur dit exactement quoi faire tout le temps, mais que des fois ils fassent à leur façon plus qu'à la mienne et finalement ce sera très bien aussi et ils se découvriront voilà dans leur rôle d'étudiant plus que toujours dans un rôle comme de suiveur voilà de consignes. Et oui, je crois que ça va me alimenter ma pratique enseignante, oui, c'est certain. Alors, plus spécifiquement sur la littérature, toi qui es une jeune enseignante, ça s'enseigne comment la littérature à des étudiants de maintenant? Euh, eh bien, je crois avec en leur insufflant tout le plaisir que j'ai moi-même bah déjà à leur enseigner pour commencer, mais même à lire et en fait à fouiller les textes parce que on est, ils sont un peu habitués parfois à survoler les textes et pas forcément à rentrer profondément dans tous les jeux de style, dans tout l'implicite qu'il peut y avoir dans les textes. Et je mets vraiment un point d'honneur à les faire voilà, creuser, explorer le texte, mais depuis leur sensibilité aussi. En tant que lecteur, qu'est-ce qu'on ressent, quel effet produit ce texte sur nous? Et donc à partir de là, quels indices dans le texte on a qui expliquent qu'on ait eu cette réception-là du texte? Et donc voilà, repartir un peu d'eux-mêmes, en fait, de leur réception en tant que lecteur pour les placer dans une position active, en fait, de non seulement de lecteur, et puis ensuite après d'explorateur des textes. Et, euh, et je crois que ça leur plaît bien parce qu'ils se rendent compte ils et elles peuvent interpréter de façon personnelle et que toute interprétation qui se justifie est valable, en fait. Voilà, qu'il n'y ait plus la crainte soit de ne pas comprendre, soit de mal interpréter le texte. Voilà, qu'ils se sentent en confiance face au texte. Et c'est déjà un grand pas, je crois. Donc revenir au texte, à la lecture et à cette première impression avant d'analyser, de décortiquer, etc., de se dire Oui, mais qu'est-ce que j'ai ressenti et pourquoi, d'où ça vient. mm, exactement. Alors la question d'après, pareil, est-ce que tu as relu ta thèse? Bon, tu l'as soutenue depuis un mois, un peu moins, enfin par là, Mm. presque juste un mois d'ailleurs si je ne me trompe pas, à un Un jour tout près. petit peu plus, un tout petit peu Voilà, plus d'un. bon, un mois et demi. Mais qu'est-ce que enfin, tu vois, ça va être vraiment, elle va être difficile ma question. Mais ta thèse, tu la vois comment d'ici 20 ans? Tu penses que ce sera quoi? Ce sera cette espèce de truc sacré, que c'est pour toi pour l'instant, l'effort de 5 ans, etc. Ou est-ce que ça deviendra une étape, tu vois, ou un rite de passage et que tu auras pris beaucoup de distance par rapport à la chercheuse que tu étais maintenant? Eh bien, j'espère un peu des deux, en vrai, que ce soit un rite de passage, ce serait merveilleux, parce que ça veut dire que j'ai pu continuer dans une voie qui me plaît, donc ça serait très bien. Euh, Après, un objet sacré, bon, on va peut-être pas exagérer non plus, mais un objet dont je suis fière pour le moment et que j'ai plaisir à relire par petits bouts. J'ai eu plaisir à l'écrire et j'en ai autant à relire des morceaux dont j'ai besoin à certains moments ou qu'il m'a fallu relire là un petit peu pour la corriger. J'ai, euh, je me suis vraiment découvert, oui, un style d'écriture où j'ai pu notamment mettre beaucoup d'humour dedans. C'est beaucoup de jeux de mots ou ce genre de choses. Et j'espère pouvoir continuer à écrire de cette façon
dans ma vie académique future et continuer à enseigner de cette façon aussi, avec, voilà, avec un peu de comicité pour traduire tout le plaisir que j'ai à faire ce que je fais. Et alors, s'il y a une chose que tu devais refaire, ce serait quoi? Pour la corriger ou pour refaire la même chose? Globalement, où tu te dis, tiens, j'ai fait ce choix à un moment donné, mais en fait, tu vois, par exemple, bah, évidemment, moi, j'ai beaucoup plus de recul que toi. J'ai Mhm. 23 ans, 24 ans depuis la soutenance, mais par exemple, je me dis, à l'époque, il me semblait que à aborder l'œuvre de Garcia Marquez depuis l'outil symbole, c'était hyper pertinent et rétrospectivement, ça me semble pas plus intéressant que ça. Enfin, je veux dire, ça permet de mettre en raison un D'accord. certain nombre de choses, mais c'est pas hyper éclairant, quoi. Donc, si c'était à refaire, bah, je changerais de sujet. Je pas d'auteur, mais par contre, je changerais de sujet. Donc, toi, tu peux Ok. pas avoir ce recul. Mais tu vois, déjà, en ayant terminé, quand tu as mis le point final, que tu as fait ton discours de soutenance, que tu as eu la soutenance, des gens d'extérieur, mais pas forcément spécialistes, mais en tout cas des lecteurs éclairés qui t'ont donné leur avis, est-ce que tu te dis, tiens, rétrospectivement, ce truc-là, je le ferai pas comme ça? Euh, Dans le corps de la thèse en soi, alors c'est pas trop quelque chose qui m'a été reproché, mais moi je m'en fais l'autocritique. C'est voilà, mon introduction qui, bah, du coup, je pense que du fait qu'elle a été écrite au tout début, j'ai vraiment fait une grosse partie de contextualisation. Comme Alphonse, il a une trajectoire littéraire qui couvre 50 ans d'écriture, donc bon, il m'a fallu un petit peu retracer la vie de l'Espagne, socio-politiquement et culturellement, évidemment aussi, à ce moment-là de l'introduction. Et bon, maintenant, en le relisant, enfin, déjà à la base, en l'écrivant, je me suis dit, c'est lourd. Mm. Et bon, je pense que très certainement, en vue d'une publication, c'est le genre de choses qu'il faudra scinder, couper, sortir la machette pour élaguer un petit peu tout ça. Mm. Euh, voilà. Il y a évidemment des choses que j'aurais voulu plus développer aussi, mais ça reste presque des points de détail ou des exemples qui auraient été pertinents et que j'aimais bien, mais bon, la thèse peut pas non plus être une accumulation d'exemples, donc il a fallu laisser certaines choses de côté, mais voilà, pour le moment, pas Tu de peux toujours, regrets majeurs, en tout cas, tu peux toujours peut-être faire que dans 20 des ans, j'en articles. aurai. Ah bah justement, Oui, quand tu te réécouteras, tu te diras ah, que j'étais naïve ou ah bah finalement ça se confirme, tu verras bien. certainement. Alors, quels sont les conseils que tu donnerais à de jeunes doctorants? Euh, J'en donnerai sans doute plusieurs. Ben déjà, de choisir son sujet avec vraiment avec toute la passion qui peut nous inspirer. Puisque comme on va quand même travailler un certain nombre d'années dessus, il vaut mieux se dire que c'est quelque chose qui nous porte viscéralement presque. Euh, Puisque bon, le but à la fin, c'est pas de ressortir en le détestant, au contraire. Et, euh, et voilà, de ressentir la flamme. Je reprends l'image, je suis allée écouter la vidéo de Xavier justement dans Ma thèse et moi. Il parle de flamme quand il évoque ce qui l'incite voilà, à la recherche et je lui subtilise la métaphore parce que je crois que voilà, c'est important de l'entretenir et dans les moments de doute qui sont inévitables, de se dire, bon, en fait, je reviens à l'essentiel et c'est mon amour pour ce sujet qui fait que je continue dans ce sens-là et que justement je dois pas m'arrêter aux obstacles que là je suis en train de connaître. Mais donc voilà, le choix du sujet avec passion, mais donc aussi avec réflexion, parce il faut que ça tienne pendant un certain temps. Et, euh, et après, je crois se faire confiance en fait, un peu trust the process. Que ça, chaque pas qu'on fait, chaque avancée mènera vers un happy ending du doctorat. Et voilà, il faut se dire qu'on est capable et même dans les moments un peu plus difficiles, ça se surmonte toujours. C'est un processus qui avance dans tous les cas. Et finalement, aussi, je dirais, veiller à bien s'entourer. Non seulement en termes de direction de thèse, puisque
c'est quand même très appréciable d'avoir des atomes crochus avec la personne qui nous encadre et pour pouvoir travailler en toute confiance et voilà, et dans la bonne humeur aussi. Mais aussi dans le reste de la communauté scientifique, académique, c'est c'est quand même un travail qui est assez solitaire, la recherche. Et finalement, dès qu'on en a l'occasion de travailler en équipe, je crois que c'est vraiment important. C'est enrichissant, aussi bien sur le point de vue scientifique que humain, en fait, tout simplement. Donc, euh, donc voilà, c'est toujours des belles rencontres qui nous apportent quelque chose. Et voilà, je donnerais ces trois conseils globalement. Et alors pour finir, est-ce que tu peux prendre ton gros volume Oui. et l'ouvrir à la première page et nous lire, nous faire la lecture de la première phrase et nous en faire un commentaire? Alors, hop. Donc, ma première phrase, c'est au commencement était le vers. Ainsi pourrait-on débuter la description de la trajectoire littéraire d'Alphonse Cervera González, auteur valencien qui est entré en littérature par la voie de la poésie, avant de s'adonner exclusivement au genre narratif. Voilà la Alors, première phrase. qu'est-ce que tu en penses rétrospectivement? Eh bien, je crois elle me plaît bien. En fait, c'est celle qui m'a débloqué justement toute la rédaction. Donc, elle me plaît d'autant plus, voilà, d'un point de vue personnel. Mais, euh, mais j'aime cette intertextualité un peu biblique enfin, un peu beaucoup biblique, qu'elle sous-entend, puisque ben, ça rejoint de toute façon le thème essentiel que je développe, celui de l'Apocalypse, qui apparaît lui-même dans la Bible, dans le livre Hmm. de la Révélation. Enfin bref, ça tisse déjà un petit peu tout ce qui va sous-tendre ma thèse, et tout en commençant à présenter la trajectoire d'Alphonse, qui a été poète avant d'être romancier. Donc Donc celle-là, tu la gardes. oui, celle-là, je la garderai bien. Elle me plaît bien. D'accord. Eh bien, écoute, Marie, merci beaucoup pour cet entretien et puis d'avoir Merci à accepté toi. de participer au projet Ma thèse et moi. Merci. Avec plaisir. Merci.